pas que des ascenseurs, incroyable. J'ai un petit attachement personnel, en fait, ça n'a rien à dire, mais Exoscale. J'ai eu l'opportunité de faire un petit peu de consulting chez eux. Ça fait 10 ans maintenant, ils m'ont invité dans leurs locaux à Lausanne. C'était la première fois à Lausanne et tout ça, c'était plein hiver, il y avait de la neige tout partout. Voilà, c'était magnifique, franchement. Ça n'a rien à voir avec les techniques, mais bon, Lausanne, à visiter. Ok, on continue. J'ai le plaisir, toujours le plaisir, mais un certain grand plaisir, cette fois-ci, d'inviter Samia et Olivier, tous les deux consultants de chez WeScale, tout le monde. Merci. Bonjour. Bonjour. On attend que les slides se mettent en route. Allez, un peu trop loin. Ça va bien se passer. Rebonjour. Bonjour à toutes et à tous, et on va vous présenter Alex. Alex, c'est l'Ops super-héros. C'est le gardien invisible de Techville. Avec sa bienveillance, son ego et son talent pour résoudre les problèmes, il maintient l'équilibre dans un monde numérique complexe. Il rend les développeurs autonomes, anticipe les risques et transforme des processus complexes en solutions simples. Grâce à lui, Techville continue de prospérer et ses citoyens peuvent vivre leur vie connectée en toute confiance. Sauf qu'Alex bosse la nuit et le week-end. C'est devenu un SPOF à force de tout prendre et ne pas échanger avec ses pairs dans l'équipe. Il manque clairement de recul, mais il reste la star des clients, des équipes de dev. Bien évidemment, il résout tout. Il subit beaucoup de context switching et fait trop de choses en même temps. Il en devient irritable et sur la défensive. Sans transition aucune, je vous présente Olivier, Ops et PO de son état. Il arrive à concilier les deux casquettes. J'aime bien ton credo, Olivier. Oui, mon credo, c'est pas de PO, pas de prio. Et donc toi, Samia, architecte et oreille attentive. Ouais, et mon credo, c'est keep calm and deep dive. Pourquoi deep dive? C'est pour le calme des grandes profondeurs. Ah, tu aimes la plongée sous-marine? Oui. Alors, on vous propose un menu en 3 situations vécues par Alex, avec leurs tips de saison. Et on n'aura pas, la salle n'est pas faite pour des échanges, on répondra à vos questions, mais vous pouvez nous voir à la pause et on échangera avec plaisir. Disclaimer. Nous avons choisi comme titre de la conf comment rendre mon équipe DevOps performante. Alors c'est un troll et nous l'assumons. Nous aurions pu en fait appeler DevOps, Ops, SRE. DevOps n'est ni un titre ni un nom d'équipe. Avant, les Ops faisaient du run, puis après on leur a demandé de faire du build et du run, et de l'accompagnement client. Bref, Alex fait partie d'une de ces équipes transverses, et donc que l'on peut appeler Ops, SRE ou DevOps. Et donc on commence avec la première situation. On se plaint de l'équipe d'Alex. Alex, pour rappel, il fait partie d'une équipe transverse. C'est la star. Il est vu comme un sauveur. Mais, depuis quelque temps, les devs, les PO, voire les responsables, ne sont pas contents. Bah alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alex, il ne voit pas ce qui cloche. Il se plie en 4. On lui dit tout le temps merci, on lui dit qu'il est au top. Mais, on l'a dit aussi, Alex, depuis un moment, il est fatigué, il est sur la défensive. Et comme les demandeurs savent tous les efforts qu'il fait, eh ben, ils n'osent pas trop lui faire du feedback en direct, ils n'osent pas trop lui dire quand les choses ne vont pas. Donc, il passe par son chef. Ils se disent, son chef, il le connaît bien, Alex, donc il va lui dire les choses, il va trouver les mots justes. Donc son chef, il reçoit tout ce feedback et il est ennuyé. Il se dit peut-être qu'Alex ou son équipe, ils ne sont pas à la hauteur malgré tous les efforts et malgré toute leur implication. Le chef d'Alex, il a les clients d'un côté qui lui disent des choses, Alex de l'autre, il ne sait plus vraiment qui croire ou comment arbitrer. Est-ce que c'est les demandeurs qui font des demandes urgentes pour la veille, ou bien qui vont dire ça ne marche pas sans investiguer? Ou bien peut-être que c'est l'équipe d'Alex qui a trop de runs ou trop de demandes.
ou bien l'équipe répond avec de la latence. Bref, est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être l'équipe d'Alex qui n'est pas assez performante? Mais c'est quoi la performance? Alors on a pris un dico, et la définition à peu près officielle vient du latin performare, qui signifie accomplir quelque chose de manière complète ou parfaite. On a mis quelques synonymes: accomplissement, exécution, efficacité, productivité, réussite, exploit, rendement. Il y en a encore plein d'autres. Ok, tu veux dire que c'est le nombre de tickets qu'on arrive à clore, par exemple? La performance rime plutôt avec la qualité que la quantité. C'est ce qui donne satisfaction aux clients, aux équipes de dev, au chef d'Alex et à Alex. Est-ce qu'Alex donne satisfaction? A priori, non. Mais il ne le sait pas, parce que ça escalade au-dessus de lui. Et c'est pour ça qu'il faut renverser la vapeur. Et donc, premier tips, la culture du feedback. Les personnes remontent les problèmes au chef d'Alex. Demandez-leur de remonter les feedbacks directement à Alex, de formaliser, de verbaliser à Alex directement. Demandez donc à vos utilisateurs, aux équipes auxquelles vous rendez des services, les axes positifs et les axes aussi d'amélioration. Vous allez pouvoir après en déduire une note de 1 à 5 et demandez-le assez régulièrement. Une fois que c'est ancré, vous pouvez l'automatiser et envoyer des formulaires. On a quelque chose aussi d'intéressant, le one-to-one avec la lead d'équipe. Donc c'est un moment un peu plus on va dire sacré, où la parole est libérée et on peut échanger. Les échanges vont dans les deux sens. Là, on aurait pu se dire, Alex et son chef pourraient parler des escalades. Pour une vision plus 360 et un peu plus globale, vous pouvez demander à toutes les équipes de la DSI de faire cette rétro. C'est la rétro squad L-check. Donc de faire cette rétro et de consolider les résultats une fois que, par exemple, à la fin d'un sprint, à la fin d'un PI, etc. La rétro, elle est assez simple, assez rapide. Elle consiste à répondre à 11 questions avec 3 types de réponses, OK, pas OK, ou une réponse neutre. Et on peut ressortir des choses beaucoup plus systémiques. Comme là, on voit le facile à déployer qui a une très bonne note. La santé du code, un peu plus perfectible. Et cela montre où on peut agir un peu plus rapidement et globalement. Et le facile à déployer, au passage, s'il y avait une mauvaise note, l'équipe d'Alex, peut-être qu'elle aurait eu des choses à faire. Donc c'est un feedback qui est important, même quand c'est systémique. Ça permet de l'avoir pour l'équipe d'Alex. On sait que ça peut avoir un impact sur lui. Ouais. Un autre type de feedback, le rapport d'étonnement. Tout feedback est bon à prendre, en particulier celui des nouveaux, parce que les nouveaux, ils arrivent avec du recul. Quand vous êtes dans une équipe depuis un moment, vous vous êtes fait au problème, vous ne les voyez plus. Vous avez des solutions, vous avez mis en place des solutions de contournement, de compensation. Donc ces problèmes, ils sont toujours là, mais vous vous y êtes accoutumé. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les traiter, que ce n'est pas important de les traiter. Lorsqu'un nouveau intègre l'équipe, vous pouvez réaliser un rapport d'étonnement. Vous lui dites, qu'est-ce qui t'a étonné au bout d'un mois, par exemple? Qu'est-ce qui t'a étonné sur un mois de présence, en bien, en moins bien? Et de ça, vous allez pouvoir en déterminer des axes d'amélioration. Et on va pouvoir profiter de cette nouvelle énergie qui arrive aussi, non seulement pour les améliorations que vous avez oubliées, mais il viendra aussi peut-être avec des propositions pour aller tacler ces améliorations. Et enfin, l'onboarding, ça n'arrive pas tous les jours. Donc c'est important de saisir vraiment cette occasion, quand vous avez un nouveau qui arrive, de lui demander son rapport d'étonnement. Ouais, après, on ne voit plus vraiment les choses. On est un peu dans le flow et on oublie un petit peu les premières impressions. On en revient à Alex. Il est allé chercher du feedback factuel, avec des questions concrètes, et il est revenu avec plein de nouvelles idées pour justement satisfaire au mieux ses demandeurs. Il a pris des actions, souvent des quick wins, parfois il a organisé des ateliers, bref, il a plein de pistes. C'est bien tout ça, mais ton équipe, Alex, elle avait déjà pas mal de choses à dépiler. Alors je joue le chef d'Alex 5 minutes. Là, avec tous ces nouveaux besoins, je vais avoir encore plus d'emails, encore plus d'escalades.
Tu veux savoir le problème avec ton équipe, Alex? Oui, dis-moi. C'est à cause de votre vélocité. Ah, Vous êtes en sous-effectif, donc une moins bonne vélocité. oui, oui. Ça a du sens. Bon, il vous faut quelqu'un, tout simplement. Regarde, j'ai initié une fiche de poste. On va la relire ensemble. Alors, comme tu vois, je l'ai vraiment orienté doueur, hein. Il faut que ça soit terrain, on a du cube, de la WS. Ok. Un peu classique, hein, tout ce que j'ai mis. Ouais, je vois GCP aussi. On fait pas que de la WS, nous? Oui, mais tu vois, on en avait discuté. Je ne veux pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui a aussi ces skills-là pour préparer 2026. Ok, on va faire du multi-cloud donc. Ouais. Ok, ok. Donc, il y a aussi la partie lead tech avec une petite composante un peu archi, hein, ça peut aider. Je sais que c'est ton rôle, Oui. mais ça peut te décharger parce que tu as beaucoup de choses et tu ne peux pas forcément répondre sur tous les sujets, Oui. Et puis ça va me permettre de prendre des vacances. par exemple. Puis après, il y a tout ce dialogue avec les clients, hein, de ne pas être que sur le terrain, pouvoir aussi discuter avec les non-tech, discuter avec les métiers. Hein, c'est ce que tu fais déjà très bien, mais il faut garder ces skills-là. Et puis si on avait un peu d'agilité, de coaching, ou côté Scrum Master, ça serait un plus. Hein. Qu'est-ce que tu en Bah, penses? pourquoi pas, ouais, allez. Bon, écoute, je pense que c'est exhaustif. Allez, j'envoie ça aux achats. On verra bien. Sauf que le chef d'Alex, ce qu'il cherche, c'est un mouton à 5 pattes. Et les moutons à 5 pattes, ça court pas les rues, et pour cause, hein, ils finissent tous épuisés. Alors peut-être qu'avant de faire plus un dans l'équipe, on aurait pu se poser la question de ce que doit faire plus globalement, ou ne pas faire, ne surtout pas faire l'équipe. Pourquoi? Parce que ça va permettre de mieux filtrer les demandes. Les demandes, on va pouvoir se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment à nous de le faire, ou est-ce qu'on n'a pas de valeur à le faire? On peut se poser par exemple des questions très simples, c'est quel est le périmètre des actions de l'équipe d'Alex pour laquelle elle a de la valeur ajoutée? Quelle est la raison d'être de l'équipe d'Alex? Une fois qu'on a déjà des réponses à ces questions, on va pouvoir formaliser un peu plus cela. Finalement, je suis une équipe qui est en interaction avec d'autres équipes dans un système. Je vais aller formaliser ces interactions. Souvent, il y a des attentes mutuelles, et ces attentes, elles peuvent donc aller dans les deux sens. Moi, je suis équipe d'Alex, je m'attends à ce qu'une équipe de développement, elle écrive ses propres Dockerfiles. Ça ne va pas être moi qui vais les écrire pour elle. Mais pour ça, je vais lui fournir un cadre. Je vais lui fournir de la documentation, du support, peut-être du pairing. Bref, je lui donne les moyens de réaliser ces Dockerfiles. Moi, en tant qu'équipe, je vais fournir aussi un niveau de service. Si on me sollicite pour un problème non bloquant, je vais pouvoir donner de la visibilité et peut-être résoudre le problème dans les 48 heures. Si par contre on me sollicite pour un incident de production, bah peut-être que dans les 10 minutes, je vais avoir quelqu'un de dispo pour aider et jusqu'à la fin de l'incident de prod. Au passage, hein, on dit souvent qu'une équipe d'Ops, elle fait à la fois du build et du run. Le run, c'est devenu un terme un peu fourre-tout. Et donc, c'est bien de pouvoir, pareil, qualifier un peu plus précisément, quand on dit run, qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que suivant le type de demande, bah, le type de réponse et le temps de réponse ne va pas être le même. Donc tout ça, c'est important de le formaliser. On le formalise dans un document écrit, qu'on appelle le manifeste ici. Et c'est une forme de contrat d'équipe, les règles du jeu pour pouvoir solliciter l'équipe. Et tout ça, ça va nous permettre de le communiquer. C'est pas pour ça que le document il est forcément figé, il pourra évoluer, mais au moins ça nous permet d'avoir une référence. Et donc ce qu'on appelle le manifeste. C'est un peu ton contrat d'interface avec les autres équipes. C'est ça. Alors sur le manifeste, on est sur une relation inter-équipe. L'atelier des rôles permet de faire le focus sur le fonctionnement interne de l'équipe d'Alex. Il dissipe un peu le brouillard des tâches et des rôles de tous les équipiers, surtout quand on est dans une équipe d'Alex avec des rôles multicasquettes. L'atelier des rôles permet aussi de remettre du cadre. Quelle tâche appartient à quel rôle? Des fois, il y a aussi un petit peu de brouillard et des mix. Hein. On pense que le Scrum Master va faire des choses, que le PO va faire des choses, etc. Les membres de l'équipe peuvent se positionner sur les tâches qu'ils font, qu'ils voudraient faire ou qu'ils ne veulent plus faire. Encore une fois, quand on est avec des profils multicasquettes. Et cela montre là où il y a un réel besoin, là où il y a des trous, où il y a des manques, et ça évite une fiche de poste, comme on a vu tout à l'heure, à rallonge, et qui ne veut plus vraiment dire quelque chose. Mais je pense que tu avais une autre variante hein, sur l'atelier des rôles.
Oui, pour cet atelier, il existe plusieurs variantes suivant ce qu'on veut voir derrière. Et donc, on peut aussi, pareil, parler de contrat d'interface. Par exemple, je suis PO, j'attends que mes développeurs dépilent le backlog par la priorité que j'ai fixée, donc du haut vers le bas. Inversement, je suis développeur, j'attends que le PO me fournisse un backlog priorisé. Si je n'ai pas de backlog, je ne vais pas savoir sur quoi travailler ou je vais bosser sur n'importe quoi. Donc, plusieurs versions, et suivant ce que vous voulez en dégager, c'est important de choisir la bonne version aussi. On en revient presque au manifeste et on boucle un petit peu. Oui, finalement, le fait de voir les interactions et de formaliser ces interactions, on peut aussi étendre à d'autres rôles dans d'autres équipes, et on a quelque chose qui rejoint un peu le manifeste dont on parlait juste avant. On reparle de l'équipe d'Alex. Donc on disait, hein, le mouton à 5 pattes, ça court pas les rues. Et ils ont quand même réussi à trouver quelqu'un. Mais les soft skills ne sont pas là. C'est quelqu'un qui travaille dans son coin, qui va créer finalement un nouveau silo, il va bosser sur ce qu'il a envie. Et au final, le service, il n'est pas mieux rendu. Mais alors, comment on vérifie que le service est bien rendu? Alors, on n'améliore que ce que l'on mesure. Alors, il existe différentes métriques, différents frameworks de métriques. J'ai plus envie de dire, choisissez celles qui ont le plus de sens pour vous et suivant la maturité de votre équipe. Voici celle, par exemple, qu'on a choisie dans le contexte d'Alex. Donc, on retrouve la Customer Satisfaction, mais en fait, c'est le feedback utilisateur que vous avez là. Et on peut le coupler au nombre d'escalades au chef d'Alex, son nombre de mails, son nombre de sollicitations. Ça va pouvoir vraiment être le feedback du feedback. On va mesurer la qualité du feedback mis en œuvre, donc la qualité du Customer Satisfaction. Alors après, on a lead time. Donc c'est vraiment le temps où on pose un ticket, on émet son problème jusqu'à sa résolution. Et dans le contexte d'Alex, on est plus une équipe transverse, on ne fonctionne pas forcément en Scrum, etc. Ça nous semble plus adapté que mesurer la vélocité. Enfin, on peut aussi regarder, le lead time, il peut se coupler au taux de rollback et au nombre de patchs. Parce qu'on peut avoir 0 rollback, mais une livraison qui amène 30 patchs derrière. Et c'est vraiment, on l'a vu. Là, en fait, on peut vraiment se dire, ça fait écho à la rétro-squad Elchek qu'on a vue sur la santé du code. 30 patchs, oui, on avait vu que la santé du code était un peu perfectible. Donc on n'est pas plutôt dans une performance du delivery, du dev, plutôt que la performance DevOps qui, elle, finalement, se retrouve en bout de chaîne et patch, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc cet indicateur, il peut être intéressant, parce que voilà, vous pouvez avoir 0 rollback, tout se passe bien, mais beaucoup de patchs à répétition. On avait justement, Olivier, évoqué les tickets de type build, run et support. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder leur évolution dans le temps. Il faut qu'ils soient bien tagués, bien évidemment. Mais si vous commencez à avoir trop de support, de tickets de type support, ce qu'il faut faire, c'est lâcher un peu, poser le crayon et réfléchir à automatiser, réfléchir à s'abstraire un peu de ce support pour rendre les équipes de dev un peu plus autonomes. Donc plus de build pour moins de support. Donc là, déjà, en posant un peu ces indicateurs-là, on mesure et on voit des pistes d'amélioration. N'est-ce pas, Olivier? Oui. Sauf qu'Alex, tout ce qu'il a pris depuis un moment, tous les feedbacks, ça l'a affecté. Il est un peu démotivé, malgré le plus sain dans l'équipe. Il préférait presque comme c'était avant. La dynamique de l'équipe, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Le nouveau, il ne gère pas le run, on l'a dit, c'est Alex qui récupère. De toute façon, Alex, il reste le plus efficace pour gérer, c'est lui le super-héros. Et puis son chef qui lui dit « Mais je comprends pas, Alex, tu as une personne de plus maintenant ». Et si le nouveau, il travaille sur n'importe quoi, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de priorité, que les différents sujets à traiter, ils ne sont pas cohérents entre eux. Bref, peut-être qu'il n'y a pas de fil rouge. Alors justement, pour avoir ce fil rouge, pour retrouver du sens et de la cohérence, l'équipe d'Alex doit en fait réfléchir à une approche produit. Elle doit penser à construire un socle, une solution, un template, bref, construire quelque chose qui rendrait
plus efficacement le service à ses clients dans le but de les rendre plus autonomes. Cela veut dire aussi prioriser toutes les tâches pour qu'elles soient beaucoup plus... qu'elles rendent vraiment ce service, ça soit sur des projets majeurs, sur des gains rapides, plutôt que de dépiler les tickets comme ils viennent en fait. Ah, j'aime bien ça. Mais qui c'est qui va faire ça? C'est Alex, son chef? Pour moi, enfin pour nous, je pense que tu penses un peu la même chose, Olivier. Il faut se faire aider par des profils un peu plus spécialisés, enfin, du moins dans un premier temps. L'animation d'équipe, ce qu'on disait, bon, garder un petit peu l'équipe, voir quelles tâches à affecter. L'onboarding du nouveau primordial, comme ne pas le laisser tout seul à errer et prendre des tickets, mais le mettre en binôme sur des tâches majeures, des tâches critiques, qui vont rendre un peu la qualité et de la valeur pour le client et pour l'équipe. Et ça sera plutôt le Scrum Master qui va s'en occuper. Et c'est le Product Owner, le PO, qui racontera l'histoire et assurera un peu ce fil rouge à l'équipe et redonner du sens. Bon, comment il va, Alex? On sent qu'il y a une meilleure dynamique, hein. L'équipe, elle prend plus d'air, les gens travaillent tous ensemble, parce qu'il y a un véritable fil rouge, il y a un objectif commun. Il est moins épuisé aussi, parce qu'on l'épaule sur le run. Mais sur le long terme, ça ne suffit pas. Il faut rester attentif à la dynamique d'équipe et tous les signaux autour de cette dynamique. Il y a plein de manières pour consolider cette dynamique. Quelques exemples, fêter les succès d'équipe, par exemple l'accomplissement de travaux ou de chantiers. Aussi, les ops, ça reste souvent des techs, et c'est important d'avoir des moments privilégiés pour échanger tech et d'animer des communautés de pratique autour de la tech. Attention aussi, quand vous êtes une équipe hybride, qu'il y a des personnes qui sont en présentiel, d'autres qui sont en distanciel, de faire attention à cet équilibre et que les personnes qui sont en distanciel ne se sentent pas forcément loin ou éloignées du reste de l'équipe. Avoir un canal pour prendre des cafés remote, ça peut être pas mal par exemple. Un dernier conseil, celui du runner ops. Dans une équipe ops, on est souvent sollicité pour de l'ops, ça c'est normal. Et si tous les ops sont sollicités à la fois, ça va générer un contexte switching qui est global à l'équipe. Et il va être important ce contexte switching, il va nous faire prendre du retard dans les tâches de build. Le but du runner, c'est de déplacer finalement ce contexte switching sur une seule personne et que les autres puissent avancer sur les sujets de fond sans être trop sollicités. Donc elles vont rester plus focus. Comme toute interaction, ça vaut le coup de formaliser ça aussi. Les attentes qu'on peut avoir sur le rôle du runner, du demandeur, mais aussi sur le reste de l'équipe. Là, le runner, on s'attend à ce qu'il réponde aux demandes. Le demandeur, on s'attend à ce qu'il formalise concrètement les demandes, qu'il sollicite uniquement le runner, peut-être par un canal privilégié. L'équipe, elle va devoir se mettre en retrait, ne plus répondre aux demandes, sauf si le runner dit attention, je suis sous l'eau, j'ai besoin d'un coup de main. Mais en tout cas, l'équipe doit aussi jouer le jeu. T'étais pas runner aujourd'hui Non, j'étais pas runner. Bon, en conclusion, nous avons vu que la performance, c'est de la mesure, une belle boîte à outils, d'ateliers, de rétro, etc. De l'amélioration de process, en fait. On ne va pas améliorer les humains, on va améliorer le process, et c'est le plus important. Et du sponsor, parce que ça ne se fait pas sans des profils spécialisés, ou aussi que le chef, les leads, soient conscients, en fait, aussi de ça. Est-ce que ça marche, tout ce qu'on a raconté? Ça dépend. Ça dépend beaucoup de choses, ça dépend du mandat qu'on a dans une équipe, ça dépend de l'envie de l'équipe elle-même, de ses croyances aussi, d'où elle vient, de la culture, du temps et de la confiance des autres pour la mise en place. Par contre, si on se trompe, c'est pas grave. On recommence, on améliore, on arrête, on apprend de ses erreurs. Et tout le monde n'est pas Google ou Amazon, on ne souhaite pas forcément leur ressembler et tout ce qui fonctionne pour eux ne va pas forcément fonctionner pour nous. Autre chose, il existe plusieurs chemins pour instaurer du changement. Et parfois, ce n'est pas le chemin le plus direct, même en général, ce n'est pas le chemin le plus direct qui fonctionne. Par exemple, si vous avez quelque chose à mettre en place, que vous voulez donner des directives, ça va être compliqué à faire passer. Peut-être que si c'est un collègue qui le fait et que c'est lui qui prend le rôle d'instaurer ce changement, ça va peut-être mieux passer. Et peut-être que lui, sa manière à faire de lui, vous aurez des surprises, vous aurez des choses qui seront faites différemment, auxquelles vous ne vous attendez pas et qui porteront plus facilement leurs fruits. Une dernière chose, parfois on se dit mais là j'ai l'impression que rien n'avance,
on est démotivé à essayer justement d'amener du changement, ça peut être pas mal de parfois se retourner et regarder rétrospectivement. Mais en fait, en 3 mois, en 6 mois, on a fait tout ça et finalement, ça remotive pour la suite. Ouais, le changement prend du temps, il faut être patient. Surtout avec l'humain. Bah, merci, et merci à la conférence de nous avoir invités. On était super contents. C'est une première pour nous, une salle aussi grande. D'ailleurs, on avait gardé nos antisèches. Pour résumer, essayez. Ne soyez pas des super-héros. Et voilà, et DevOps, c'est pas des outils. Vous avez dû le voir dans différentes conférences, mais on insiste, c'est une culture. Voilà, et puis bah, du coup, il y a bientôt la pause, mais vous pourrez nous voir au café et on pourra échanger. Ce sera avec plaisir. Merci. Mais il y a quand même des questions. Allez. C'est ce qui est une bonne chose. Ah, Oui, C'est cool. très bien. Alors, normalement, moi, je suis censé être complètement neutre. Je D'accord. ne pose pas des questions, mais j'avais une question. Donc, je l'ai posée et elle a été upvotée, donc merci. Comment assurer que les gens se sentent suffisamment en sécurité pour être honnêtes avec leur feedback? alors c'est une très très bonne question. Souvent, c'est culturel déjà, donc faut pouvoir échanger avec eux. Et dans le feedback, Samia en parlait, les feedbacks one-to-one. Souvent, l'insécurité, elle peut provenir aussi d'un manque de relation de confiance. Quand on fait du one-to-one, donc ça, bon, ça va dépendre des rôles, hein, on a parlé de mandat aussi, mais quand on fait du one-to-one, quand on arrive à voir les gens vraiment dans un cadre qui est plus sécurisant parce qu'on est avec eux, et que petit à petit, on met ce cadre et qu'ils sentent qu'on est là pour qu'on joue de la transparence, qu'on a des valeurs qui sont fortes autour de cette transparence et qu'on ne va pas faire sortir de ce cadre des choses qui n'ont pas besoin de sortir, ça va pouvoir aider à se confier, à dire des choses qu'on ne dit pas forcément en présence du reste de l'équipe parce qu'on a honte, parce que pour telle ou telle raison. Et donc, ça va permettre justement de capter des choses qu'on n'aurait pas eues. Et donc, le one-to-one, c'est très très important d'avoir aussi ça. C'est complémentaire des feedbacks en équipe, de rétrospective, qui sont plus des feedbacks de groupe, où on va faire bâtir des choses plus sur l'intelligence collective. Et sur le customer satisfaction, on peut aussi, au contraire, poser des questions très factuelles, en fait, sur le service rendu, pas sur la personne qui rend le service, mais bien sur le service rendu. Et donc, essayer de détailler ça avec des axes positifs, des axes négatifs. Et ce qu'on aime bien dire, c'est quand il y a un axe négatif, proposer quelque chose. Qu'est-ce que vous auriez fait? Pas juste dire, bon, bah non, c'était pas bien. Voilà. Et encore une fois, hein, le feedback, c'est avant tout écouter avant de parler. Absolument. Sûrement, sûrement. Une question qui est ben, liée, disons. Quel levier, avec des managers qui croient que les rétros sont juste du temps pour râler et qui refusent d'écouter les remontées de difficultés par l'équipe. Dun, dun, dun. Oui, et ben en général, quand on fait des rétrospectives, on a des actions Ouais. en sortie de rétrospective. Et donc, au fur et à mesure qu'on va faire les actions, on va pouvoir avoir aussi un suivi d'action. Souvent, quand on a la chance d'avoir un Scrum Master ou quelqu'un qui a ce rôle de Scrum Master dans l'équipe, il va porter le suivi d'action, tandis que ça va être d'autres collègues peut-être qui vont dans l'équipe, qui vont eux-mêmes réaliser les actions. Et ça va permettre de dire, bah voilà ce qu'on a fait finalement, voilà des améliorations. On a inspecté le fonctionnement de l'équipe, on a vu qu'il y avait des choses à améliorer, où les gens ont râlé, mais ils sont venus avec des actions et ils les ont portées et les actions ont porté leurs fruits. Très bien, très bien. Une autre question que j'aime bien. Pourquoi ne pas utiliser aussi les indicateurs DORA sous les aspects DevOps? DORA déjà. Hein. Oui, Voilà. complètement. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a énormément de frameworks. Il y a Dora, il y a aussi une version un peu plus personnelle, où on voit un peu aussi est-ce qu'on se sent bien dans l'équipe. En fait, l'idée, ce qu'on disait, c'est que démarrer petit, commencer à prendre des indicateurs que vous arrivez à mesurer, suivant votre maturité, puis après, aller au contraire encore plus loin. Et il y a ces frameworks qui sont très très bien documentés. Pluguer à justement vos super outils, vos boards. Mais on n'a pas de dogme. On est plutôt à dire si vous n'avez rien, commencez petit et puis après aller sur ces frameworks-là qui sont en plus en évolution.
Très bien, très bien. Finalement, pour terminer, combien de coachs ou facilitateurs, finalement, pour faire tout ça? J'en sais rien. En fait, moi je suis archi, lui il est ops. En fait, on n'est pas du tout coach ou agile, mais en fait, on voit tellement des fois de douleurs dans les équipes transverses qui subissent, donc on est plus allé, comme on disait, un peu dans l'intelligence collective. Alors quand on a une équipe mature, on peut faire du scrum tournant, du PO tournant, c'est juste, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il faut après juste essayer de retrouver les tâches de ces rôles-là. Car un PO ne peut pas être Scrum Master, parce qu'après, il est schizophrène et ça marchera pas. Mais après, j'ai plus envie de poser la question au PO, si tu as des choses à compléter Oui. là-dessus. Mais... Non, je suis raccord avec ce que tu as dit, et c'est vrai qu'il faut être à l'écoute aussi des appétences. S'il y a certaines personnes qui veulent prendre un rôle, autant leur donner. Souvent, elles vont être motivées pour le faire, même si elles n'ont pas toute la compétence. Si après, par contre, il y a un réel besoin, c'est bien de pouvoir le formaliser, de dire on a besoin de quelqu'un pour animer, et dans ce cas-là, si on ne trouve personne de dédié, arriver à trouver quelqu'un qui soit peut-être hors de l'équipe et qui intègre l'équipe. Il y a peut-être aussi pas être jugé parti, c'est-à-dire qu'en fait, si la personne veut participer à la rétro, qu'elle demande peut-être à quelqu'un d'animer cette rétro pour qu'elle puisse elle-même mettre ses tickets, ses actions, etc. Ça peut être premier petit tips de réponse. Très bien, très bien. Donc, tout ce que j'ai retenu de ça, c'est que le Scrum ne fonctionne pas. Très bien. OK. Donc, merci bien à nos intervenants pour cette présentation. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et bonne pause. Merci. Alors,